Nous sommes dans la continuité du séminaire de l'année dernière sur l'esthétique du rire, qui a été un grand succès. Et là aussi, je pense que c'est parti pour être un succès parce que tout simplement, vu les communications qui ont été déjà faites depuis novembre, et vu aussi le programme qui reste à venir jusqu'au mois de juin, je crois que nous allons passer ensemble de bonnes journées. Sans plus tarder, je donne la parole à ma collègue Odom, donc, de Odom, qui est au département des langues et civilisations romanes, qui va donc nous parler de mettre en contexte les subalternisés peuvent-elles parler, discours et figures de l'autorité, du pouvoir dans Ecomo de Maria Anguet. Donc c'est un roman, je pense. C'est un roman. Voilà, c'est un roman. Donc elle va nous parler de cela. Après, nous écouterons Ismahan Tchoukaïna Diop, psychologue au département de philosophie, et donc enfin Abdoulaye Ba, département aussi de philosophie. Voilà. Je rappelle juste que c'est un programme donc annuel et que vous êtes tous invités à venir régulièrement. Les étudiants d'abord du master esthétique et option non esthétique et philosophie de l'art. Je vous le répète encore une fois, la présence elle est obligatoire. Pour ce séminaire d'aujourd'hui, je prendrai 4 étudiants qui vont me faire le résumé, le procès verbal ou le résumé de ce que vous voulez, le compte rendu plutôt, le compte rendu de ce séminaire-là, de ce matin, et ça va être noté. Voilà. Un séminaire aussi qui est ouvert au public, parce que nous pensons que le public aussi peut être intéressé par ce que nous faisons à l'université. On reçoit aussi des externes, des gens qui ne sont pas à l'université. Je pense que cette interaction entre les étudiants et les collègues, mais aussi les externes, en tout cas, peut nous apporter beaucoup. Voilà. Donc je donne la parole à Odom pour sa conférence. Merci. Je pense qu'à travers cette initiative, on est de plein cœur dans ce que veut dire l'université. Ça veut dire une plateforme de connaissances et de savoir inclusif, où tout le monde est appelé à partager ses connaissances. J'ai été attirée par la proposition parce que pour une fois, on n'avait pas qu'à faire à des universitaires. Il y avait des slameurs qui sont invités, des juristes, des gens de tous horizons, ce qui permet pleinement de pouvoir nous enrichir des uns et des autres. Alors, je suis Odom, enseignante-chercheur au département de langue romane, à la section espagnole, plus précisément. Le titre de ma communication est le suivant. Naître en contexte, : les subalternisés peuvent-elles parler? Le sous-titre, discours du pouvoir et figure de l'autorité dans le roman Ecomo de l'équato-guinéenne Maria Anguet. Dans mon titre, j'ai voulu jouer avec l'homophonie du verbe naître, qui donnerait naissance, l'action de mettre au monde. Mais surtout, avec la négation de être, donc N''être, ce qui donnerait naître. Cela veut dire la négation de l'autre en contexte de domination. À présent, je vais justifier le choix de mon sujet. Alors, pourquoi le choix de l'écrivaine et pourquoi la littérature de Guinée équatoriale lorsque l'on est prof au département de langue romane, section espagnole? Comme professeur d'espagnol, dans le souci de décoloniser les savoirs, j'ai choisi volontairement d'introduire progressivement au niveau de ma section des littératures issues de l'unique pays hispanophone d'Afrique. Je pars du constat qu'en général, pas seulement à l'UCAD, mais aussi au sein des universités, de plusieurs universités africaines,
il est assez curieux de remarquer l'absence des contenus liés à l'unique pays hispanophone d'Afrique dans les départements d'espagnol. En général, on vous parlera de la littérature espagnole, donc issue de l'Espagne, ou encore des écrivains qui sont produits de l'Amérique latine. Si on vous demande, ou si on demande à mes étudiants de me citer des écrivains de littérature espagnole de Guinée équatoriale, très peu peuvent vous en citer. Tout simplement parce que, de façon inconsciente, nous sommes la reproduction des mécanismes de domination des savoirs. Cela veut dire qu'il est assez normal que je cite des écrivains, quand j'étudie l'espagnol, des écrivains de l'Espagne. Mais je serais incapable de citer des écrivains de Guinée équatoriale et pourtant, tout naturellement, lorsqu'on est africain et lorsqu'on est un enseignant africain, on devrait être capable au moins d'avoir plus d'affinité culturelle, politique, historique avec le seul pays hispanophone d'Afrique. C'est pourquoi depuis 2 ans, j'ai choisi d'introduire, parce que la marge de manœuvre des enseignants nous le permet sans autorisation aucune, j'ai choisi d'introduire progressivement la littérature de Guinée équatoriale au sein des corpus ou des contenus des cours que je donne au département de langue romane. Et aussi parce que toujours, c'est dans cette sensibilité-là que je travaille plus sur les minorités. J'ai donc choisi aussi, parce que la marge me le permet, de mettre au programme l'année dernière le roman de la première romancière de Guinée équatoriale, ce qui permettait doublement de rendre hommage au seul pays hispanophone d'Afrique, mais aussi de rendre hommage aux femmes qui écrivent. Pas seulement parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles ont des choses à apporter comme des sujets écrivants, tout simplement. Et donc aujourd'hui, je vais analyser des questions de domination politique à travers le roman de la première romancière de Guinée équatoriale qui nous a quittés l'an dernier. Mais aussi surtout parce que cette année, la Guinée équatoriale célèbre 50 ans d'indépendance. Ce sera le 12 octobre prochain. Donc c'est pour ces raisons-là que je rends hommage à la première écrivaine de Guinée équatoriale, mais aussi aux 50 ans d'indépendance du seul pays hispanophone d'Afrique dont on ne parle pas toujours assez, ou lorsqu'on en parle, c'est toujours pour des questions politiques et jamais pour des questions littéraires. Voilà. Alors, Maria Nsuangue a publié son premier roman, Ekomo, en 1985. Et c'est 10 ans plus tard, en 1995, que l'on a traduit ce roman-là en français. Donc, elle est, au-delà du fait d'être la première écrivaine romancière de Guinée équatoriale, le premier écrivain, toutes catégories confondues, dont le roman a été traduit en français, en Guinée équatoriale. Voilà. Je vais partager avec vous les extraits que je vais sortir de son roman sont essentiellement tirés de la traduction. Parce qu'on est en contexte francophone, c'était pour ne pas passer du temps à lire les mots en espagnol et de devoir les traduire puisqu'on est pris par le temps. Même si je dois avouer que la traduction ne me satisfait pas tout à fait, parce que là encore, en Afrique, et là je dis de façon générale, on n'est pas encore sensible aux questions de traduction. Cela veut dire que lorsqu'un écrivain de Guinée équatoriale ou du Sénégal ou même de Guinée-Bissau écrit, il y a 2 intentions en général. L'intention poétique et puis la démarche idéologique. Cela veut dire quoi? Si je dois écrire en français, je vais écrire un français diachronique. Cela veut dire le français issu de la langue héritée de la colonisation, mais aussi ma réalité comme sujet de la frontière. Je vais donc souvent essayer d'écrire des choses qui ressembleraient à un français englobant qui inclut non seulement le français que l'on parle, que l'on peut retrouver dans n'importe quel dictionnaire, mais aussi les langues implicites qui sont la somme de ce que je suis. Et donc, lorsque
un écrivain de Guinée équatoriale écrit en espagnol, il n'écrit pas qu'en espagnol. Il écrit parce qu'il souligne la complexité identitaire de sa langue. Et lorsque ce texte-là passe de l'espagnol en français et qu'il est traduit par une personne qui n'est pas sensible ou sensibilisée sur les questions d'identité ou d'hybridité ou d'hétérogénéité, souvent, il peut gommer l'identité même et l'intensité poétique ou la démarche politique qui sous-tend l'écriture de ce sujet-là. C'est pourquoi la traduction qui a été faite ne me convainc pas tout à fait. Elle ne me satisfait pas parce que les hasards de l'histoire font que je sois du Gabon, que la Guinée équatoriale soit un pays frontalier du Gabon et que donc les mots étrangers que Marie a introduits dans l'espagnol qu'elle écrit dans son roman me soient tout à fait familiers. Et donc, lorsque j'estime que certains éléments essentiels à son écriture ont été gommés pour plusieurs raisons, parce que la traduction est aussi un acte de domination politique, je me dis, pour la circonstance d'aujourd'hui, je vais utiliser la traduction qui a été faite, la traduction officielle. Mais lorsque je vais écrire l'article qui fera partie des actes de ces journées, vous me permettrez à ce moment-là de faire des traductions par mes soins en utilisant le texte originel. Voilà. Alors, la feuille de route est la suivante. Lorsque j'avais soumis ma communication, j'avais fait un résumé et comme la majorité du public qui nous écoute, ce sont des étudiants, je vais donc lire ou partager avec vous le résumé que j'avais fait de ma communication pour que vous compreniez ce que je veux dire, comment je vais le dire et où je veux aboutir. Alors, je disais à ce moment-là qu'à travers la fonction actentielle de certains personnages, je me propose d'analyser l'esthétisation narratologique de la parole dans le roman de l'équato-guinéenne Maria Nsuangue. J'apprécierai ainsi l'enchevêtrement des discours nourris par une rhétorique transversale, hybride, partagée entre l'espagnol, langue officielle héritée du système colonial en Guinée équatoriale, et le FANG, ou FAN, c'est selon, une des langues en situation diglossique. Donc, une langue en situation diglossique, c'est tout simplement une langue qui est dominée en contexte. Alors, je cite une phrase d'elle pour justifier où je vais en venir. Au sein de là-bas, ça va être un mot que vous allez retrouver plusieurs fois. Là-bas s'écrit A-B-A ou encore A-B-A-H-A ou encore A-B''A. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au sein de là-bas, les hommes parlent, les femmes se taisent, les jeunes écoutent et les enfants jouent. La phrase sentencie les mécanismes de domination par le truchement des figures symboliques de l'autorité, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir ou le droit de prendre la parole, en l'occurrence les hommes d'un certain âge. Au sein de là-bas, là-bas ici constitue l'instance de légitimation du pouvoir paradigmatique à l'œuvre. Alors, cette phrase a pour but d'inscrire dans l'imaginaire collectif la domination des autres, c'est-à-dire les subalternisés. Alors, qui sont les subalternisés? Vous avez les femmes, les jeunes et les enfants. Le roman permet de mieux comprendre la distribution des rôles et des catégories au sein d'une société gérontocrate, comme on en connaît dans plusieurs en Afrique,
Alors ces sociétés confèrent au mode grammatical de l'impératif dans le roman et au subjonctif optatif l'usage de l'autorité et le symbole du pouvoir, illustré dans le roman par la performance langagière d'un ancien appelé Ossa, l'ancien Ossa, figure tutélaire de la communauté. Tandis que la voix narrative, souvent passive, rapportée au passé à travers les souvenirs, est attribuée au personnage Nanga Aba. Il s'agit ici d'une femme dont l'époux est cumulativement le personnage principal et le personnage éponyme qui donne le nom au roman. Donc, mon propos consiste à analyser la catégorisation des individus au sein de la communauté Fan. Il s'agit d'une catégorisation répartie entre sujet et objet du discours, à travers la marginalisation de l'autre, du différent, dont là-bas est dans notre cas l'instance de légitimation qui valide, en concédant à certains le droit à la prise de la parole au détriment d'autres condamnés à la négocier. Je voudrais donc montrer que l'autre, le différent, la marge ou la périphérie ne sont pas des données, comme je l'ai dit, préexistantes à la société, mais plutôt le fruit d'une construction sociale, rendue crédible par la fabrication d'un imaginaire collectif où la sélection ou encore l'exclusion battent la mesure. Je vais à présent prendre quelques extraits du roman puisqu'il faut bien illustrer ce qu'on dit. À la page 10 et à la page 222, pour que vous compreniez que ce n'est pas qu'un fait de hasard, ce n'est pas une allusion. Ce sont des éléments qui ont pour but de donner sens au texte et au contexte. La page 10 dit « Là-bas, au sein de là-bas, les hommes discutent. Les hommes parlent, les femmes se taisent, les jeunes écoutent et les enfants jouent. » Tandis que la page 222 dit « La vie d'une femme est toujours exposée aux décisions de là-bas, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. » Alors, je voudrais tout de suite souligner que la prémonition entre ma communication et la journée de demain ne sont que pure coïncidence. Je n'avais pas envisagé parler des questions liées aux dominations hommes-femmes par rapport à la journée de demain, puisque je ne savais pas que je serais programmée en mars. J'ai été ravie de savoir que finalement, ma communication cadrait quelque peu avec le contexte de demain. Voilà. Alors, ce que j'observe dans le roman de Maria, issu de Guinée équatoriale, c'est qu'elle essaye, à travers des stratégies poétiques et des stratagèmes littéraires, de rendre compte de la complexité de son identité à travers son écriture. Lorsqu'elle décide de concéder l'usage exclusif de l'impératif et du subjonctif optatif au seul personnage qui est la figure de l'autorité, cela veut dire qu'elle est en train de traduire, qu'elle est en train de procéder à un transfert culturel entre ce que représentent les vieux, les sages chez nous, qui ont voix d'autorité au sein de la communauté. C'est aussi pourquoi, en traduisant cette autorité traditionnelle qu'elle restitue dans son roman en espagnol, elle choisit que l'unique personnage habilité à user et abuser de l'impératif et du subjonctif optatif ne sera exclusivement que l'ancien du groupe. C'est cela le métissage dans son texte. Donc l'usage par un seul personnage des formes de l'impératif et du subjonctif ne sont pas l'effet de hasard. Nous savons que l'impératif a pour but de donner des ordres,
a pour but de donner des recommandations, mais des injonctions surtout. Nous savons aussi que le subjonctif optatif, on l'utilise en général pour des souhaits. On le retrouve souvent dans des prières. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Mais ce subjonctif optatif a des similitudes ou encore des nuances qui se rapprochent de l'impératif. C'est pourquoi je vais vous lire à présent quelques phrases du vieux qui représente la figure de l'autorité et donc du pouvoir au sein de la communauté pour que vous compreniez en quoi ces propos constituent des injonctions ou encore des ordres ou des orientations au sein de la communauté, pour souligner la catégorisation des sujets au sein de la communauté femme, à travers le roman. Page 15. La voix de mère continue sa litanie chantée lorsque l'ancien de là-bas, encore ce mot, appelle tout le monde et donne cet ordre. Que personne n'abandonne le village jusqu'à ce que je leur donne. Vous voyez bien que même le choix des verbes a tout son sens. Page 15. Le maître du village, homme de tradition, marche courbé vers le lieu où il sait que gisent les ancêtres et où se gardent les tabous. Après avoir laissé une botte sur le toit de là-bas, il entre dans la salle et s'assied près des braises. Peu après, il se lève, il agite de bas en haut les bras, de gauche à droite et ordonne aux assistants. Tout le monde chez soi. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas la traduction qui a été faite. Je vais vous lire ce qui a été fait. Tout le monde à sa maison. Là, il y a un problème parce qu'en général, ce serait quand même tout le monde chez soi. Voilà. Ça encore, c'est la traduction. Que ne sorte personne jusqu'à ce que j'en donne l'ordre. Que personne ne sorte jusqu'à ce que j'en donne l'ordre. Ce serait ça, à mon avis, la phrase qui serait un peu plus correcte. Alors, il est curieux de remarquer la surprenante lucidité et la dignité avec laquelle l'aïeux va rendre l'âme. Et malgré ça, il donne toujours des ordres. Donc, je cite, page 34. Dans sa vieille voix cassée, il réunit tout le monde et leur fait ainsi ses adieux. Là encore, je vais lire la traduction. Que ne reste personne, que ne reste pas une bête. Je pense que ce serait plutôt que personne ne reste, pas même une bête. Videz la moitié du village et laissez-moi cette partie. Ce sont des injonctions toujours. Que les enfants ne pleurent pas, les femmes non plus. J'ordonne à tous que chacun reste chez soi. Quand je mourrai, que mon corps ne touche pas la terre, que mon corps ne touche pas la poussière, que ma dépouille soit portée par 4 hommes sur les épaules vers l'intérieur de la forêt. Donc on retrouve ici l'usage de l'impératif et du subjonctif optatif. Page 35. Tandis que j'attends la mort de l'autre côté du village, que personne ne vienne me voir, sauf le guérisseur. Que personne ne traverse, pas même une bête, tandis que j'attends la mort de l'autre côté du village. Gardez-vous bien d'entrer dans la forêt, tandis que j'attends la mort de l'autre côté du village. Que personne n'entre dans la forêt après que je sois parti, avant 15 jours entiers. Quand je mourrai, attendez 4 nuits, et quand je terrerai la forêt derrière la montagne après minuit, que vienne Ndong Akel, c'est un personnage, seul recevoir le commandement que je vous laisse. Il n'y a pas d'autre bénédiction, seul le commandement du village. Si vous êtes des hommes, gardez-le, et si vous êtes des animaux, jetez-le. Accomplissez ce que je vous ai dit,
accomplissez-le entièrement, car celui qui ne l'accomplira pas cherche son propre tourment. Alors, vous remarquez qu'une fois encore, l'usage de l'impératif et du subjonctif n'est réservé qu'à ce personnage-là. Et nous remarquons aussi que le seul individu qui va enfreindre ces recommandations trouvera la mort et deviendra fou. Ce qui me fait penser directement à ce roman de Cher Hamidou Kane, L'aventure ambiguë, où on est à cheval sur le choix des traditions et celui de l'Occident. Et celui qui enfreint justement la loi devient fou ou trouve la mort. Donc ce sont des thèmes souvent assez récurrents dans la littérature africaine. À présent, je vais vous parler du sens ou de l'usage ou de l'importance du mot « Aba » dans le roman de Maria Nsuangwe. Lorsqu'on lit un roman en général, un roman qui introduit un mot étranger, souvent le mot étranger est mis en relief, donc en italique, parce qu'on veut souligner son étrangeté. Et l'écrivain, pour essayer de donner sens à ce mot-là, au lectorat qui ne sait pas de quoi il s'agit, choisit soit de créer un glossaire à la fin de l'ouvrage, ce qui permet de donner des significations de ce que veut dire ce mot, qu'on ne peut pas exactement remplacer. On peut aussi choisir, certains écrivains choisissent aussi de faire des notes de bas de page. Lorsqu'il cite un mot étranger, il met systématiquement une note de bas de page pour expliquer à quoi renvoie ce mot-là. Il y a dans d'autres cas, certains écrivains qui choisissent de faire la traduction simultanée. Ça veut dire qu'à l'intérieur du corps du texte, dès qu'il cite le mot étranger, il met une virgule et il essaye d'expliquer ce que veut dire ce mot-là avant de continuer sa trame. Il y a aussi d'autres stratégies utilisées par d'autres écrivains qui ne consistent pas à traduire systématiquement ce qu'on veut dire, ni le mot qu'on introduit dans le texte. Il consiste à jouer avec la curiosité du lecteur en situant le mot dans plusieurs contextes dans le texte afin qu'il puisse comprendre ou imaginer ce que veut dire ce mot-là. Édouard Glissant l'appelle le droit à l'opacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas traduire systématiquement le mot, mais titiller la curiosité du lecteur pour qu'il devienne sujet participatif de la lecture et pas simplement passif. Donc, lorsqu'il va lire, de prime abord, peut-être qu'il ne saura pas ce que c'est que ce mot-là, mais s'il le retrouve parsemé dans le texte, à travers différents contextes, il commence à comprendre à quoi peut renvoyer ce mot-là. Et ce type de réalité est souvent propre à des textes issus de l'entre-deux. Ça veut dire partagés entre plusieurs cultures. On essaye de vouloir traduire ce que l'on est sans renoncer non seulement à l'intention poétique, mais aussi à l'imagerie ou à l'imaginaire que l'on veut laisser dans le texte. Cela veut dire, le mot « Aba » pour Maria, qui est d'ethnie Fan, a un sens lorsqu'elle est introduite dans la langue espagnole. Le mot n'apparaît pas une fois. Un mot étranger dans un texte, lorsqu'il apparaît une trentaine de fois, ça doit être plus qu'intriguant. Alors, Maria, elle est Fan, d'ethnie Fan. Elle parle en espagnol. Et là-bas, c'est le cœur du pouvoir administratif en milieu Fan. C'est là-bas que tout se décide. C'est là-bas que l'on distribue la parole. C'est là-bas que l'esthétisation de la parole a lieu. Et donc, c'est le cœur du pouvoir et de l'autorité. Et lorsqu'elle dit que dans là-bas, à la page 10, les hommes parlent, les femmes se taisent,
les jeunes écoutent et les enfants jouent, elle est en train de procéder à la catégorisation au sein de la communauté femme entre ceux qui ont le pouvoir et l'autorité à travers la prise de la parole et ceux qui sont condamnés à négocier cette parole-là. Donc, les subalternisés, c'est-à-dire ceux qui sont condamnés à la négocier. Et vous imaginez, lorsqu'elle dit à la page 222 que la vie d'une femme est condamnée aux décisions de là-bas, dans un espace où la parole ne lui est pas autorisée, vous imaginez bien qu'elle veut traduire que pour une femme exposée à là-bas, donc au sein d'une communauté non seulement gérontocrate, mais aussi quelque part phallocrate, une femme est condamnée à négocier la parole. Donc condamnée à négocier aussi sa liberté, son droit à dire des choses, même si d'emblée, elle n'y est pas autorisée, puisque la catégorisation à l'œuvre établit que les gérontocrates, généralement des hommes d'un certain âge, ce sont ceux qui sont d'emblée autorisés à prendre la parole, que les jeunes qui sont encore en train d'apprendre des vieux écoutent, mais que les femmes qui sont d'emblée condamnées à ne pas la prendre se taisent, pendant que les jeunes, les enfants qui ne sont même pas encore habilités à entrer dans là-bas peuvent encore jouer. Voilà. Donc, lorsqu'on a grandi dans un contexte où les choses sont catégorisées, implicitement, il y a des choses qu'on s'interdit de faire. C'est-à-dire que même sur une plateforme numérique où on se dit on n'est pas géographiquement dans là-bas, on s'interdit de prendre la parole parce qu'on se dit ça ne me regarde pas, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Je voulais quand même vous donner la définition de mon père concernant là-bas. Puisqu'on est dans les contextes de l'oralité, il est important que l'on aille puiser des sources, non pas dans les dictionnaires, parce que ça ne se trouve pas là-bas, mais vers des références qui peuvent nous dire plus ou moins ce que c'est. Alors, voici ce qu'il me dit. Définition de mon père. Abba, lieu de rassemblement des hommes en milieu fin pour étudier les problèmes, régler les palabres, les différends avec les projets, les conflits interethniques ou intervillages. Il continue, lieu de transmission de la culture, d'accueil des étrangers, toutes catégories confondues. Il dit encore ceci, salle de réunion, de repos, de concertation, réfectoire. Et il ajoute, quand même les femmes apparaissent, mais les femmes font signe à leur mari, quand ils sont à là-bas, que le repas est prêt pour que ces derniers dépêchent un jeune homme afin qu'il aille chercher ce plat-là. Et ceux qui sont au sein de là-bas le partagent. Ça veut dire que les mots ont leur sens. Il n'a pas dit un jeune enfant, il a dit un jeune homme. C'est pourquoi j'ai voulu restituer les termes tels qu'ils sont. Et il ajoute que c'est aussi un lieu de circoncision et de réjouissance à la guérison. Et mon frère dit ceci. Abba pouvant étymologiquement provenir du verbe Abba, d'épaisser, disséquer, sa petite interprétation lui fait dire qu'il s'agit d'un lieu où on décortique, pense, réfléchit, conçoit, célèbre la société. Et moi, je voulais quand même me dire, bon, après tout ce qui a été dit, je voudrais faire une sorte de synthèse pour voir si je peux moi-même définir enfin ce que c'est. Et voici ma définition. Là-bas est une salle polyvalente qui joue plusieurs fonctions. En résumé, là-bas est le cœur et l'architecte des pouvoirs politiques, non seulement législatifs, parce que c'est le lieu de réunion et de concertation du Conseil des Anciens, mais aussi l'exécutif, parce que la figure du vieux, qui est le chef du village, c'est celui qui décide. Judiciaire, parce que parfois cet espace sert aussi de tribunal. C'est donc en milieu fin l'instance suprême de légitimation du pouvoir. C'est l'épicentre urbanistique d'un village fin.
Sans Aba, il n'y a pas de village fan, parce que ce bâtiment représente le pilier, le socle, l'épine dorsale et l'architecture d'un village fan. Donc, vous pouvez imaginer que dans un village fan, il ne peut ne pas avoir d'Aba. Et si c'est là-bas qu'on négocie la parole, parce qu'il y a déjà des catégorisations à l'œuvre, les femmes, les sujets catégorisés seraient donc condamnés à la négocier, tandis que les hommes sont d'emblée ceux qui dictent les lois au sein de cette assemblée-là. Donc, à travers son roman, je voulais souligner les questions de catégorisation, les questions de négociation du pouvoir à l'œuvre à travers la prise de parole. Je vous remercie.